Et alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog en ce dimanche 17 décembre. Alors, ma tête non réveillée encore une fois et mon habit confort vous souhaite la bienvenue. Alors, aujourd'hui, ce sera une journée particulière parce que c'est l'anniversaire de ma maman et qu'on va se voir un petit peu. Donc, c'est sûr que je vais me concentrer sur être avec elle, lui faire des petits plaisirs et tout, pendant même une petite sortie particulière dans l'après-midi, si jamais c'est permis que je filme, je vais peut-être vous filmer quelques petits trucs, mais petit disclaimer, ça se passe dans un château. Oui, oui, dans mon village. Et non, non, je n'habite pas en Europe, donc les châteaux, ça foisonne pas trop de notre côté au Québec. Alors voilà, c'est juste pour vous faire un petit moment là, pour attirer votre attention. Voilà, donc je ne sais pas si je vais pouvoir lire beaucoup aujourd'hui, donc on verra. Peut-être que ce sera plus un vlog un petit vlog vie quotidienne et plaisir du dimanche. Mais comme vous savez, souvent les dimanches, c'est des journées comme ça où je fais qu'est-ce qui me tente au moment où ça me tente. Donc, je ne me mettrai pas de pression non plus pour lire quelque chose particulièrement. Sauf, bien entendu, vous allez être tanné de le voir. Sauf, bien entendu, mon chapitre de Un cœur pour Noël. Surtout que là, dans le dernier chapitre, rien ne va plus. Évidemment que je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Sinon, j'ai aussi ma lecture en cours, ma lecture audio. Donc, si jamais, finalement, peut-être en fin de journée, je vais prendre une marche, mais je vais peut-être continuer ma lecture audio, qui est le très essentiel Chagrin d'école de Daniel Pénac. Je le lis en version audio, lu par l'auteur lui-même, et c'est exquis. Alors, ça, ce sont mes 2 livres pour le moment qui sont en cours. Et sinon, revoici le moment de notre fameux calendrier de l'Avent. Alors, 17-17. Ah, la case d'en haut ici. On va ouvrir ça. J'ai même pas voyons, je vais y arriver. J'ai pas bu mon rooibos d'hier. Donc, j'ai quand même un rooibos, on sait jamais. Bon, on est encore dans un thé un petit peu plus, voyons, parfumé. Bon, c'est un thé vert framboise à la crème. Je vais voir. Maintenant, je suis moins fan, on dirait, de quand il y a des saveurs, mais on va regarder. Thé vert, absolument, ça peut aller. Donc, on va sentir ça. Ouh, parfumé. Ça sent, ça sent vraiment... Ça sent les petits bonbons. Je sais pas si le thé va goûter ça, mais dans le fond, c'est chez Tealish. Alors, je sais pas si je vais être capable de vous faire... Ouais. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu la composition. Il y a des petits... Ouais, il y a le thé vert, il y a l'air d'avoir des petites écorces, peut-être d'orange et tout ça, étrangement. Puis il y a des bouts de framboise, je pense, séchés. Je pense que oui. Alors voici pour le petit thé du jour et également pour le début de ce vlog. Je vais sans doute aussi faire, comme là ce matin en attendant, mon copain fait dodo. Je vais sans doute faire un peu de... J'ai été curieuse d'aller voir mon année de lecture sur Goodreads parce que j'utilise Goodreads comme plateforme. Puis absolument chaque année, il me propose de regarder notre année de lecture avec des faits saillants comme le nombre de pages, c'est quoi notre livre le plus long. Puis je l'ai regardé parce qu'aujourd'hui, dans mon calendrier de l'Avent littéraire, celui que je mets en ligne là, pour un peu vous pointer quelques livres que j'ai eus cette année selon des contraintes préétablies. Ça demandait c'était quoi mon plus gros pavé, donc la plus grosse brique que j'ai lue dans mon année. Puis j'ai regardé sur Goodreads pour savoir c'était quoi dans mon année de lecture. Puis ça semblait être un Elizabeth George, ce qui est fort probable parce qu'Elizabeth George c'est toujours des grosses briques. Mais ça m'a étonnée parce qu'il me semble que j'en ai lu un qui était plus long que ça, mais je ne suis pas certaine. Puis le problème avec Goodreads, c'est que des fois, dans le fond, quand les livres sont créés, ils ne sont pas nécessairement créés avec toutes les informations dedans. Donc, des fois, on a l'impression qu'on a pris une édition, mais il n'y a pas de nombre de pages. Donc, c'est pas que c'est grave, mais j'aime quand même savoir mes petites statistiques. Je ne me fais pas un fichier à part. Donc, je me fie comme pas mal sur Goodreads pour le faire. Donc, j'assume que potentiellement, il va y avoir des erreurs. Mais bref, tout ça pour dire que je suis allée voir. Puis là, ben, je suis un petit peu... Ça va être long parce que je suis en train de passer dans tous les livres que j'ai lus cette année pour vérifier si les éditions que j'ai choisies avaient bien des nombres de pages. Parce qu'en fait, j'ai aussi un rôle de librarian sur Goodreads. Sans surprise, oui, oui. Bibliothécaire dans la réalité, bibliothécaire virtuellement. Donc, je suis en mesure de pouvoir, dans certains cas, modifier des champs si jamais l'information n'est pas juste. Ça a coupé parce que j'avais une alarme sur mon téléphone. Je m'étais dit que j'allais avoir terminé avant que l'alarme sonne. Puis finalement, l'alarme était arrivée. Puis visiblement, de ce que je comprends, ça fait cesser automatiquement les enregistrements vidéo. Donc, maintenant, je le sais. Alors, ce que je vous disais, c'est que bref, je vais me faire ça parce que là, ce matin, en attendant, j'écoute un peu des vlogs, des vlogmas. Et puis, donc, je vais écouter des vlogmas puis en même temps être sur mon téléphone pour essayer de voir si toutes mes éditions sont à jour sur mon petit côté psychorigide.
statisticienne, disons. Alors voilà, c'est un peu ça le programme. Alors sur ce, je cesse de blablater et ben voilà, on va débuter ça, ce petit vlog-là. Alors, on se lance, ça vous dit? Hey, bonsoir! Alors, me voici après une journée que j'ai passée, entre autres, avec ma petite maman et où je suis allée visiter un château, comme vous avez pu le voir. Bon, je sais que c'est peut-être pas les châteaux d'Europe, mais quand même, c'est dans mon village. C'est impressionnant. En fait, en termes de château, pour information, ça s'appelle le château Saint-Antoine. Puis ça a été la maison de Georges-Étienne Cartier, entre autres. Donc, puis, ben, dans le fond, là, c'est habituellement utilisé pour des réceptions. Puis là, ça a été ouvert au public pour, exceptionnellement, pour le temps d'un thé de Noël. Donc, je trouvais ça comme super chouette. Puis, on était là avec des amis, ma petite maman et tout. Puis on a visité ça, les yeux grands ouverts. C'était super intéressant au niveau architectural. C'est un peu... ce qu'on nous a dit, c'est que c'est le style mauresque. Donc, c'est un petit peu... ça fait un peu rococo de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a des gros éléments qui sont vraiment intéressants et tout. Donc, ça a été un plaisir pour les yeux. En même temps, j'ai l'impression d'avoir comme 5 ans, puis d'arriver dans une maison où on n'est pas censé aller, ou tu sais, passer en dessous d'une d'une bande d'un musée où on n'est pas censé pouvoir aller. Donc, c'est super intéressant. Puis, ben voilà, c'était un beau moment avec ma petite maman. Mais donc, évidemment, j'ai pas lu beaucoup aujourd'hui, mais finalement, j'ai viens de me rattraper parce que je dois vous dire que j'admets que je commence à sentir un peu la fatigue des vlogmas, ben, comme tout le monde, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a des journées où j'ai vraiment pas nécessairement de contenu à vous proposer. Puis, j'ai pas nécessairement non plus envie de vous donner du contenu juste pour du contenu. Tu sais, si j'ai pas le goût de vous en parler, absolument, ça paraît aussi. Donc, quand je vous en parle, donc je veux rester quand même relativement, ben, je sais pas, spontanée. Puis ben aujourd'hui, je sais pas, je le filais pas trop, dans le fond. Puis parce que j'avais comme envie de passer un moment dans mon quotidien ordinaire sans nécessairement avoir en tête qu'est-ce que je pourrais filmer, même si j'ai quand même mis bien des choses qui étaient des petites images que j'ai prises au château parce que j'avais le goût de vous montrer ça. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis posé la question, est-ce que je lis vraiment ce soir? Est-ce que, bon, j'ai envie de lire en fait. C'est ça que je me suis posé comme question. Puis là, finalement, je me suis dit, bah, peut-être que je vais prendre des BD. Puis là, je me suis dit, ah, c'est pas tout le monde qui aime les BD. Puis j'ai comme, ah non, je vais pas rentrer dans ce genre de considération-là. Au départ, je lis pour moi-même parce que ça me fait plaisir. Puis les vlogs, je les fais parce que j'aime ça échanger avec vous. Donc, je ne vais pas non plus m'enfarger dans les fleurs de ces considérations-là. Sinon, on n'en sort pas de ces espèces de ronces-là. Alors, je me suis lancée tout d'abord dans... Je vais décider de me lancer sans trop réfléchir dans, évidemment, mon chapitre du jour de Un cœur pour Noël. Et ben, coudonc, ça se poursuit, ça se poursuit. De mal en pis, je dirais. J'espère que ça va se résoudre. Il reste juste 7 chapitres. J'imagine que oui, mais tu sais, moi, je suis vraiment un bon public. Genre, quand je lis ou que je vois Roméo et Juliette, je me dis, oh mon Dieu, mais d'un coup que Juliette arrive à se réveiller avant que Roméo. Je dirais pas d'un coup, vous avez pas lu Roméo et Juliette, mais bref, à chaque fois, j'ai l'impression, même quand je sais que c'est un drame, même quand je sais que c'est une tragédie, même quand je connais la fin, à chaque fois, je me dis d'un coup que ça change. Je suis comme ça, tu sais, je suis. Bon, un peu désespérée. Un petit peu, pas désespérée, mais je suis un petit peu indécrottablement naïve des fois. Donc, pour celui-là, je me suis dit, ah, j'espère que ça va s'arranger parce que pour le moment, on n'est pas vraiment dans le confort. C'est drôle parce que ce qui se côtoie en ce moment dans la romance, c'est une grande pureté de lien avec un grand malaise profond. Donc, évidemment, c'est la tension, hein, c'est comme ça que c'est créé habituellement quand on est dans les fictions, mais bon, c'est particulier. Puis moi, dans ce temps-là, je suis pas super bonne avec ces genres de moments-là dans la fiction en général.
ça me stresse, puis j'ai comme le goût que au moins les choses deviennent claires pour les gens et tout, que ce soit positif ou négatif. Mais là, l'espèce de d'entre-deux où rien n'est certain, où on peut pas se fier à rien, ça me déstabilise à chaque fois. Alors, j'ai lu ça, j'ai hâte au prochain, évidemment. Donc, ça va commencer. Puis là, je me suis dit, est-ce que je lis? Bon, puis là, je m'étais dit, je vais-tu lire une BD? Mais là, même en fait, les BD que j'ai, c'est plus, bon, j'ai la petite BD ici, fantastique. J'avais quelque chose qui était un petit peu plus du fantastique, mais grinçant, style noir, un peu Tim Burton. Puis sinon, j'ai quelque chose de plus réaliste, les petites reines. Puis j'avais comme en ce moment, j'avais aucune de ces BD-là qui me tentait vraiment. Donc, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis vraiment? Courte lecture ou pas? Bon, j'avais quand même ma lecture en cours aussi. Mon autre lecture en cours qui est ma lecture audio. Donc, Chagrin d'école de Daniel Pénac. Donc, que j'ai quand même pu avancer un tout petit peu dans mes mini-déplacements d'aujourd'hui. Mais j'avais comme le goût de le garder pour mes déplacements, même pour demain. Donc, il me reste plus beaucoup d'heures à écouter. Fait que j'étais comme, bah, je vais pas le finir en papier. Parce que je l'ai, en fait, dans ma bibliothèque inaccessible. Là. Je l'ai quelque part. Mais j'étais comme, ah non, que je vais me garder pour demain. Fait que j'ai tergiversé. J'ai un peu figé en regardant dans le bag. Puis finalement, je me suis lancée. Il y a des choses qui étaient dans la pile à lire depuis un moment. Mais depuis un moment. Pas depuis si longtemps, mais qui m'intéressaient. Puis je me suis laissée aller avec la couverture, en fait. Complètement... Hein? Superficielle, oui, oui, je suis comme ça. Et j'ai décidé de me lancer dans Les Sermons de la Métisse de Christine Beaulieu et Caroline Lavergne. C'est chez La Bagnole. Et en fait, c'est comme un carnet d'expérience, disons, qui relate une espèce de résidence de créatrice qui s'est passée au Jardin de Métis en 2021, pardon, donc pendant la pandémie. Et c'est Christine Beaulieu, l'actrice, qui a fait, entre autres, J'aime Hydro, qui avait été invitée puis qui a décidé de faire une pièce à ce moment-là et qui a décidé de parler, en fait, de l'histoire des saumons, parce que dans la rivière Métis, c'est un endroit connu depuis longtemps pour la fraie des saumons. Puis avec tout ce qui s'est passé avec les années, dans le fond, le développement de l'hydroélectricité et tout ça, ça a eu un impact majeur sur les saumons. Puis il a même fallu que l'humain prenne des stratégies pour faire en sorte que l'espèce ne s'éteigne pas. Parce qu'en fait, les saumons, avec les barrages, n'arrivaient plus à remonter pour aller dans leur espèce d'espace de vie d'hiver qui est ailleurs que là, dans la rivière Métis. Là, je vous raconte un peu le contenu. Mais bref, ça a été un petit peu comme le truc de base. Puis dans le fond, là-dedans, on va nous raconter sous forme de carnet, sous les traits de Caroline Lavergne. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est aussi celle qui avait illustré les carnets de Tassa Trifiatis Tesgel. Je vais voir. Là, si c'est elle, je vais vous mettre l'image. Sinon, peut-être que je me trompe, mais ça me donnait cette impression-là. Mais bon, je me suis trompée aussi dans le blog d'hier, donc ça se peut que... Peu importe, si jamais vous n'avez pas lu ce livre-là de Tassa Trifiatis Tesgel, c'est super bon. Ça vaut vraiment la peine d'être lu. C'est troublant, c'est touchant. C'est comme un autre sujet, mais c'est vraiment le récit d'un an d'une Québécoise qui va s'expatrier en Turquie avec son amoureux. Puis, en fait, elle ne connaît rien du pays, puis ça va être son expérience, justement, son plongeon dans la culture, parce qu'elle va vouloir se plonger dans la culture, puis comment elle va percevoir les choses, comment elle va être capable d'aller à l'essentiel, malgré qu'elle ne maîtrise peut-être pas complètement la langue. Bref, on va mettre ça de côté, mais c'est une bonne suggestion. Je vous dis ça comme ça. Sinon, alors donc, on revient à nos saumons. Pas à nos moutons. Et puis, ben écoutez, ce qui est super intéressant, juste pour vous montrer un peu au début, on va mettre un peu en contexte qu'est-ce qui s'est passé. Donc, le projet, l'espèce de verrière qui était à l'arrière dans les jardins de Métis, les différents acteurs. Puis après ça, même le début du spectacle, on nous raconte vraiment comment le spectacle s'est passé. Et puis ensuite, c'est entrecoupé ces espèces de sections croquis, comme vous pouvez voir, qui ont été volontairement gardées en genre soit monochrome ou bichromie. Donc, comme si c'était vraiment des sketchs faits sur place. En temps réel. Et après ça, ça alterne avec le texte en tant que tel, potentiellement. Ben, peut-être pas son texte, le monologue, mais quelque chose qui ressemble à ça, ou l'essentiel du monologue de Christine Beaulieu, qui parle justement de l'histoire du saumon dans la frayère de la rivière Métis et de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'arrivée des saumons dans la frayère de la rivière Métis jusqu'à aujourd'hui. Puis comment l'humain a eu un impact là-dessus et tout ça. Donc, ça ressemble un peu à ça, dans le fond, lorsqu'on nous parle, lorsqu'on a la partie des monologues du monologue de Christine Beaulieu. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à travers
l'information qu'elle va nous donner parce que c'est comme une pièce documentaire, un peu comme ça en Gemme Hydro. Vous savez, c'est une pièce documentaire avec quelques points un peu plus éditoriaux ou quelques points qui provoquent la réflexion. Donc, dans le fond, elle va amener le public à faire le chemin d'évolution d'un saumon, donc à partir de ses œufs. Donc là, on parle de 8000 œufs qui sont dans la rivière. On parle de cette espèce de point de vue-là. Puis, ça va évoluer à l'autre stade du pré-saumon, mettons, les tacons, de ce que je peux voir. Et ensuite, on va aller au saumono. Dans le fond, à travers tout ça, on comprend aussi que finalement, les saumons, moi je ne savais pas, je sais qu'il y a des saumons, mais je savais qu'il y avait une fraie, mais je ne savais pas que les saumons remontaient pour aller, c'est où? C'est proche du Labrador. Il me semble. En tout cas, ça prend plusieurs années, en fond. Ils vont faire comme des allers-retours. Les saumons qu'on mange, ils ont plusieurs années. Donc, juste pour vous dire, ça se passe pas comme ça, puis ça se régénère pas non plus comme ça. Puis, en fait, j'essaie de voir, juste retrouver le point où ils vont se rendre. Ça, c'est... Non. Ouais, c'est ça. Il faut qu'ils... Ben, en tout cas, ceux de la Métis, ils doivent parcourir 800 km depuis la Métis jusqu'au détroit de Belle-Île, qui est à l'entrée de la mer du Labrador. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée du trajet de cette partie-là des saumons. Donc, c'est quand même énorme. Donc, imaginez pendant ce trajet-là, les obstacles qu'ils peuvent rencontrer, puis la densité de population qui peut diminuer en raison de ça. Puis dans le fond, on explique un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas. Je trouve ça super beau comment ça a été composé, parce que ça, c'est comme la rencontre des saumons de différents endroits à travers le Québec qui se rencontrent, mais ils se rencontrent pour vrai. Puis qu'ensuite, ils vont revenir, puis c'est aussi peu que 4 saumons adultes sur 8000 œufs au départ qui vont seulement revenir à leur rivière, à leur frayère d'origine. C'est comme... J'étais flabbergastée. C'est... Et puis, donc, elle continue à nous parler de tout ça. Puis après ça, elle va enchaîner sur, une fois qu'on a bien compris le processus du saumon, elle enchaîne sur l'impact des activités humaines. Fait que oui, le chemin de fer, après ça, qui va arriver dans ce coin-là, après ça, des barrages hydroélectriques. Puis, elle va même expliquer qu'est-ce qui est fait. Moi, je ne savais même pas. Je ne sais pas si vous le saviez, mais là, je pense que c'est en train de bouger, mais que étant donné qu'à un moment donné, le ministère, je pense, dans l'environnement s'est mêlé de la situation puis s'est rendu compte qu'à cause des barrages hydroélectriques, les saumons étaient en train de mourir dans cette section-là du Québec puis c'était pas acceptable. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui pense à une idée pour faire en sorte que les saumons soient en mesure de retrouver un endroit de frais. Je vais vous montrer, mais par exemple, avant, c'était tout ça ici. Puis là, avec les barrages, ça leur bloquait complètement toute cette section-là. Puis il y avait juste ça qui amenait. Donc, tu sais, c'est sûr que ça faisait une grosse différence. Puis ce qui est arrivé, c'est super fascinant. Excusez-moi, je suis bien excitée. Je vais tout vous conter ça. Mais ça vaut la peine de le lire quand même. Là. Même si je vous dis ça, il n'y a pas rien de... Ce qu'ils vont faire, ce qu'ils faisaient, c'est que ils vont saisir les saumons à un des barrages, puis ils vont les transporter dans des camions-citernes pour aller les porter plus loin, passer les barrages pour qu'ils soient capables de se créer des nouveaux endroits de frais puis de se reproduire. C'est quand même impressionnant. L'humain poursuit ses activités et ça, c'est vraiment un exemple de à quel point on a changé, en fait, le processus de ce saumon-là. Puis ce que j'ai bien aimé, là, c'est sur le saumon, parce que c'est un projet en particulier, c'est un projet qui est ancré localement dans la réalité de la Métis. Mais ce qu'elle va inviter à la fin à faire, Christine Beaulieu, c'est vraiment... je pense que je vais vous lire un extrait. En même temps, c'est l'épilogue, mais dans le fond, c'est de nous dire, de prendre conscience, en fait, qu'on a un impact sur toutes les espèces de la Terre, parce que, ben, on est pas mal l'espèce qui domine le plus pour le moment. Puis, il faut quand même essayer d'imaginer que dans le fond, d'être conscient de cet impact-là, puis de faire en sorte de peut-être soit le limiter ou pas nécessairement empêcher de le faire, mais
juste le limiter, puis dans le fond, s'assurer que toutes les espèces puissent continuer, dans le fond, à évoluer en harmonie. Parce qu'il y a des fois des modifications, comme elle disait, qu'on fait à cause de l'humain qui ne sont pas réversibles. Donc, une fois qu'on a commencé à modifier un peu le comportement de l'espèce parce qu'on veut l'adapter à une activité humaine qu'on considère comme incontournable, après ça, l'espèce est comme à s'être adaptée, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est une super réflexion sur les écosystèmes, sur l'écologie. Mais c'est surtout, c'est ça, OK, c'est bon. Mais c'est super bien fait, super bien vulgarisé pour un espèce de prise d'image, je ne sais pas comment l'expliquer. Quand on filme une pièce de théâtre, on appelle ça une prise d'image, mais là, c'est comme une prise d'image en carnet de croquis. C'est un carnet de projet qui est excellent. J'ai adoré ça. J'ai adoré les visuels. Je trouve ça excellent. Moi, le contenu m'a complètement renversé. La parole de Christine Beaulieu, on la sent bien. Même, on arrive à la ressentir bien à travers cette voix-là d'expression, même si c'est pas la voix live. Et puis, vraiment, comme je vous dis, le travail de Caroline Lavergne là-dedans qui rend cette prise d'image-là agréable à recevoir en format livre. C'est majeur le rôle que ça a eu. Donc, je vous dirais que ça, c'est vraiment comme un peu, c'est un documentaire, mais en version papier. Donc, s'il y en a d'entre vous qui aiment écouter des documentaires, mais sachez que ça, c'est exactement ça qui se passe. Donc, ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Fait que vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est pour tout le monde. Je pense que c'est quasiment un documentaire à lire en famille, puis clairement dans une classe aussi, mais définitivement en famille, puis définitivement des adultes. C'est publié chez La Bagnole, mais c'est pas du jeunesse nécessairement, là. C'est du 7 à 77 ans ou du 4 à 104 ans. Donc, voilà. Ne vous gênez pas pour découvrir ça. Et ensuite, dans un tout autre ordre d'idée, mais complètement autre ordre d'idée, je suis restée quand même dans le type carnet. Je m'excuse, je vais lever la tête, mais il y a comme quelque chose qui se passe en ce moment, puis j'ai juste peur. Je suis dans une vieille maison, j'espère juste qu'il ne va pas nous pleuvoir sur la tête. Et sinon, donc, je reviens à mes moutons, après mes saumons. J'ai décidé de lire un carnet qui s'appelle un carnet décomplexé, mais c'est comme un carnet de vie puis un carnet de création en même temps. C'est un peu en coulisses de la bande dessinée La Grosse Lettre de Marie-Noël Hébert et c'est le petit opuscule de Dresine chez XYZ, bien entendu, cette collection que j'adore. Donc, ça s'intitule Pleine de Marie-Noël Hébert. Ça s'appelle Pleine, carnet décomplexé et c'est chez XYZ dans la collection de Dresine. Petit opuscule qui s'inscrit dans l'univers d'une œuvre de l'autrice. Dans ce cas-ci, c'est dans l'univers, mais c'est dans les coulisses de l'univers. Donc, c'est pas nécessairement une autre histoire de fiction qui est en parallèle avec cette œuvre-là, mais c'est vraiment les coulisses de ce qui a pu permettre à l'autrice d'oser La Grosse Lettre. Donc, écoutez, au début, je n'étais pas trop certaine, parce qu'on est vraiment dans un carnet comme spontanément, là, comme si ça nous... En fait, c'est vraiment une conversation, c'est comme si on l'écoutait en entrevue, en fait, c'est super intéressant. C'est des courts chapitres, puis elle va aborder différentes choses, la naissance de La Grosse Lettre, comment elle a commencé à dessiner, c'est pas quelqu'un qui a une formation en dessin. En fait, elle a étudié dans certains domaines qui sont connexes, mais c'est pas quelqu'un qui a étudié pour devenir dessinatrice. Et comment elle a commencé à dessiner dans les cafés, comment elle a commencé à oser se faire confiance puis essayer de laisser mijoter cette histoire-là. Son rapport au dessin, son rapport à l'art, qui n'est pas un rapport, comme elle n'a pas nécessairement étudié là-dedans, il y a peut-être des techniques, des fois qu'elle a moins, elle fonctionne beaucoup avec des modèles vivants, dans le fond, pour essayer de reproduire ça. Puis elle explique son rapport aussi à un peu la célébrité qu'elle a eue après La Grosse Lettre, puis comment ça a peut-être un peu changé son processus créatif, dans le sens où avant, elle était plus allée dans des cafés, mais là, elle aime peut-être mieux se retrouver plus dans sa bulle pour créer. Puis surtout, il y a évidemment ce rapport-là qu'elle a à l'art, à la création, un peu le syndrome de l'imposteur au départ. Puis comment, après ça, elle a appris à justement affirmer sa voix puis à comprendre qu'il y a autant d'œuvres qu'il y a d'artistes. Donc, il n'y a pas nécessairement une façon d'être un artiste. Mais il y a aussi la grosse réflexion qui était là,
qui a un peu sous-tendu la grosselette, puis qui est vraiment liée à la grossophobie dans la société, puis toutes sortes d'aspects de la vie d'une personne grosse. Donc, oui, la grossophobie, bien sûr, la relation qu'on peut avoir avec la société, avec nos proches, même si les proches veulent bien faire, que des fois, dans le fond, on est tellement conditionné comme être social que même si on vit des choses, qu'on a déjà vécu nous-mêmes, des choses qui faisaient en sorte que, par exemple, dans le cas qui nous occupe ici, Marie-Noëlle Hébert dit que ben, si vous avez eu la grossesse, vous voyez que son père là-dedans, il y a eu des mots durs, qu'il était enfant avec elle, alors que lui-même avait un problème de, dans le fond, pas un problème, mais avait lui-même, il était, dans le fond, il était gros. Puis, on aurait peut-être pu penser que son regard aurait pu être différent sur la situation, mais en fait, il fait partie de ceux qui a eu des mots assez durs avec sa fille. C'était assez majeur. Puis, dans le fond, elle va parler de tout ça, bien entendu, qui sont très remuants, à quel point elle avait peut-être pas réalisé, ou en tout cas, elle constate que des fois, son livre a pu éveiller autant des gens qui sont eux-mêmes gros ou qui vivent de la grossophobie, mais aussi beaucoup l'entourage de ces gens-là, comment ils ont pu voir les choses autrement. Puis comment elle, ça peut l'affecter comme autrice, parce que c'est quelque chose quand même qui est ancré dans son expérience, puis quand elle va à la rencontre des lecteurs, des fois, ça la bouleverse. Mais aussi, on va quand même dans une autre, je trouve que c'est intéressant aussi, un autre aspect encore concret de la vie en société, dans une société où il n'y a pas de, c'est pas adapté à la diversité des corps, parce qu'elle nous parle même de l'habillement. Tu sais, de dire, ben moi, j'arrive pas à trouver du linge. Ben si j'y arrive, c'est cher parce qu'évidemment, tout ce qui est en dehors des tailles dites courantes, disons, c'est le prix régulier. Mais dès qu'on sort de ça, des ventes, il n'y en a pas. Quelqu'un qui a un corps qui est différent de ceux de la société, bien souvent, ça va coûter super cher. Puis il va pas nécessairement toujours pouvoir se payer ça. Donc c'est le fun parce que aussi, elle a toujours aimé la mode, elle se rend compte qu'elle a toujours aimé la mode, puis que là, depuis toute cette espèce de démarche qu'elle a faite, entre autres, en plus de la grosse LED, elle s'est mise à assumer qu'elle aimait la mode, puis essayer de trouver justement des choses qui lui font bien, dans lesquelles elle se sent bien, dans lesquelles elle a le goût d'évoluer. Puis je trouvais ça super intéressant. C'est comme un plaidoyer de c'est sûr qu'on n'est pas encore rendu dans la diversité des corps, mais comme quoi, il faut ajuster les discours potentiellement, il faut ajuster, essayer de déconstruire des réflexes qu'on a socialement, de rapport au corps et tout, mais il faut aussi pas oublier ce genre de truc-là qui semble banal, mais qui fait une grosse différence dans la perception qu'on peut avoir avec un corps, de porter des vêtements qui nous vont, de porter, d'avoir les moyens ou envie, en tout cas, de magasiner ou de trouver des vêtements qui nous conviennent. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment un cahier décomplexé, absolument. Ça va parler à la fois d'échelonnement artistique, mais aussi d'échelonnement personnel, puis aussi d'invitation au changement social, mais en n'oubliant pas toutes sortes de petits aspects qu'on pourrait peut-être mettre de côté quand on est en mode militant, que ça peut apparaître, mais que concrètement, dans le fond, ces genres de choses-là peuvent faire une grosse, grosse différence dans la vie de ceux qui ont un corps qui est différent. Sans aller au point de Marie-Noëlle Hébert, mais ça reste que je peux vous dire, ayant moi-même, en tout cas depuis quelques années, un corps qui rentre moins dans les cases, disons, de la société, je peux vous dire que c'est en effet quelque chose qui fait en sorte que ça complique la vie. Parce que, bon, le choix est un peu rétréci. C'est en effet des vêtements qui deviennent plus chers. Puis, c'est pas toujours dans nos styles non plus que ce qui est proposé. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, dans le fond, elle aborde tellement d'aspects de sa perception des choses, de la vie, de comment elle voit justement comment elle voit que la société pourrait évoluer par rapport à ça. Puis je trouve que c'est pas, étant donné que c'est un peu ancré sur son expérience, c'est pas non plus un message qui se veut, c'est un message qui se veut, qui veut secouer l'inertie, mais c'est pas un message qui veut mettre le blâme sur quelque chose. Donc, c'est pas la société, dans le fond, tout le monde est méchant parce qu'on n'a pas ça, ou, c'est vraiment juste de dire, ben, gros bon sens, tu sais, on devrait vraiment, comme, essayer de continuer de changer ça, parce que, dans le fond, c'est une drôle d'idée, en fait, qu'on ne soit pas déjà en train de s'adapter à ça depuis longtemps, la diversité des corps, parce qu'elle existe depuis toujours, la diversité des corps.
Donc, vraiment, j'étais agréablement surprise. J'ai commencé les premières pages, puis j'étais comme, OK, je suis pas certaine. Puis finalement, j'ai vraiment bien embarqué, puis ça aborde tellement de sujets différents, je vous le conseille absolument. C'est sûr que, par contre, c'est dans l'univers, ben, c'est les coulisses de la grosse LED. Donc, je vous suggère quand même d'avoir lu la grosse LED avant d'aborder ça, parce que c'est pour moi plus une lecture complémentaire et non pas nécessairement une lecture qu'on peut lire indépendamment, parce qu'en fait, il y a un peu de divulgateur involontaire, parce qu'évidemment, elle parle de son parcours créatif. Dans celui-là, dans ce petit opuscule-là, par rapport à la grosse LED. Mais bon, sinon, sincèrement, là, je vous dis, n'hésitez pas. C'est des petites plaquettes, ça coûte vraiment pas cher, c'est cette collection-là. Puis, mon Dieu, c'est tellement précieux. Puis celui-ci particulièrement, je vous le recommande là, absolument, sans aucune hésitation. Donc, voilà. C'était je dirais que j'ai comme eu, peut-être pas un coup de cœur pour le sermon de Métis, mais un gros, un super intérêt. Mais celui-là, je pense que j'ai un coup de cœur pour ça. Puis je m'enlignais absolument pas vers un coup de cœur quand je l'ai pris, parce que je n'étais pas trop certaine. Mais c'est vraiment un petit quelque chose qui fait trembler qui fait s'attiser la réflexion, qui fait trembler les œillères, disons. Ça vaut vraiment le coup. Donc, je suis super contente. Voyez-vous, je suis partie d'un moment où je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je ne savais pas si j'allais oser lire ou ne pas lire. Là est la question. Et puis finalement, ben, je me suis laissée porter. Je suis allée avec des choses que j'aimais. Puis ça a donné un résultat qui m'a fait un grand plaisir. Puis c'est ça qui compte. Alors sur ce, mon Dieu, je pensais faire un petit vlog aujourd'hui, mais finalement, ce sera un très long vlog à rallonge. Je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu noter des petits titres de livres, que ça va vous donner ça va vous avoir donné envie de découvrir justement des choses qui sortent un petit peu des formats habituels dans tous les sens du mot. Et puis, ben voilà, d'ici à ce qu'on se revoit, ça dans quelques heures. Je vous souhaite des beaux rêves si vous êtes avant le dodo. Sinon, je vous souhaite un beau lundi si vous allez écouter ça demain. Un beau lundi malgré la pluie ici au Québec. Et puis, ben nous, on se dit à demain!